contrepoint septentrional de l'Europe du Sud par ses paysages magnifiques et une civilisation millénaire, la Scandinavie fascine le monde entier. Unis par leur passé viking ainsi que des langues et traditions voisines, les pays scandinaves forment un monde à part, baigné par les lumières du Nord, un monde qui annonce aussi l'Arctique et l'infini Russie. À moins que l'on y pénètre en bateau en partant de leur embouchure, c'est le plus souvent en franchissant des cols de montagne les surplombant que l'on aborde les fjords. La vue sur le fond du Sognefjord, le plus long d'Europe, et le petit port de Flam est par exemple extraordinaire. C'est ici qu'on embarque pour une croisière entre des falaises escarpées qui s'élèvent jusqu'à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cascades et paysages grandioses s'y succèdent à l'ombre d'immenses glaciers. Il y a des fjords dans de nombreux pays, comme la Nouvelle-Zélande ou le Chili, mais ce qui est unique à mon avis à propos des fjords norvégiens, c'est que des gens y vivent. Vous pouvez séjourner dans des villages près des fjords, rencontrer les paysans, goûter aux fromages locaux par exemple. Je pense que tous les fjords sont légèrement différents. Par exemple, le Lissefjord, dans le sud, près de Stavanger, est plus rocailleux. C'est là qu'on trouve le célèbre rocher de la Chair. Il est différent par exemple du Hardangerfjord, au contraire, qui est plutôt le fjord romantique, avec beaucoup d'arbres fruitiers, des cerisiers, des pommiers. Le Sognefjord, lui, est le grand fjord. Il fait 200 km de long et s'étire jusqu'au glacier. Il y a bien sûr le Nordfjord et aussi le Geiranger. Si le Geirangerfjord est un des plus visités du pays, c'est que les grands paquebots peuvent y accéder, mais aussi parce qu'il offre un concentré de ce que les fjords ont à offrir au plan naturel, mais aussi patrimonial. On pense notamment aux célèbres églises de bois, les Stavkirker. Pour comprendre les fjords, il faut aussi s'intéresser aux glaciers qui les ont creusés. C'est d'ailleurs en Norvège que se trouve l'un des plus grands glaciers d'Europe, le Jostedalsbreen, qui couvre près de 500 km². Difficile de comprendre pourquoi le peintre norvégien Edvard Munch s'est inspiré d'une vue sur le fjord d'Oslo pour composer son célèbre et angoissant tableau « Le Cri ». Au contraire, s'il est une chose à laquelle on associe immédiatement Oslo, c'est l'idée de paix. C'est en effet ici, dans le hall de l'impressionnante mairie, qu'on remet chaque année le plus prestigieux des prix Nobel, celui de la paix. Son architecture expressionniste, nourrie de références à la mythologie scandinave, en fait un des bâtiments les plus étonnants de la capitale. C'est d'ailleurs à Oslo que l'on peut toucher du doigt le passé viking de la Norvège en découvrant 3 dracars enterrés il y a 1100 ans dans des tumulus en bordure du fjord d'Oslo. Oslo ne garde que peu de traces de son passé ancien. Le château d'Akershus et la place de l'ancien hôtel de ville possèdent cependant un certain charme. Le quartier autour de la prestigieuse avenue Karl Johan dégage une atmosphère chic et décontractée. À 2 pas du centre-ville, le magnifique parc consacré au sculpteur Gustav Vigeland attire plus d'1 million de visiteurs par an. Assoupi et même en crise dans les années 90, Oslo connaît aujourd'hui un renouveau urbain impressionnant dont la pièce maîtresse est sans aucun doute le nouvel opéra et ballet. Paradoxalement, Bergen apparaît aux visiteurs comme un concentré de Norvège, alors que les Bergenois eux-mêmes revendiquent fièrement leurs différences liées à son passé germanique. Port de commerce entouré de montagnes, elle séduit par ses adorables ruelles pentues où s'alignent les maisons de bois colorées. Le quai de Bruggen, cœur de l'ancienne cité hanséatique peuplée d'Allemands, est classé au patrimoine mondial.
Il nous plonge au temps du commerce de la morue et est aussi le centre touristique de la ville. Comme dans toute la Norvège, le chômage dépasse à peine 3% et les activités pétrolières ont supplanté la pêche pour faire du pays un des plus riches au monde. Bergen possède une quinzaine de musées, une université importante et de nombreux festivals. Mais il faut reconnaître que l'âme de Bergen est surtout nourrie, inspirée, voire parfumée par la mer et la pêche. Le célèbre marché aux poissons, connu depuis le Moyen-Âge, est là pour le rappeler aux visiteurs qui s'y pressent tout au long de l'année. Hurtigruten, connu en français sous le nom d'Express côtier, est une institution norvégienne. Cela fait plus d'un siècle qu'il relie quotidiennement, hiver comme été, la ville de Bergen à celle de Kirkenes à l'extrême nord du pays. À mi-chemin entre croisière et ligne de fret, il permet de découvrir certains fjords et des belles villes côtières comme la charmante Ålesund, la capitale du Jugendstil ou Art Nouveau scandinave. Autre étape incontournable sur la route du Nord et escale majeure de l'express côtier, la ville de Trondheim. On s'y arrête principalement pour visiter la cathédrale de Nidaros, construite sur la tombe d'un des rois de Norvège, Saint Olaf, le saint patron du pays. Trondheim est elle aussi une ville portuaire agréable, qui annonce déjà l'ambiance des villes du Nord, plus décontractées mais tout aussi maritimes et riches que leurs voisines du Sud. If I'd make the lashes dark or the eyes more bright. Les îles Lofoten sont sans aucun doute l'un des temps forts d'un périple en Scandinavie. On y accède par la route, par avion ou par l'express côtier pour y musarder de port en port, randonner sur leur sommet, se promener sur des plages immaculées ou encore goûter ou pêcher la morue, la principale ressource de Lofoten depuis l'époque des Vikings. Au Lofoten, tout ramène à ce poisson qui fit la richesse des commerçants de Bergen. Pas une colline où ne soit installé un séchoir à morue, pas une crique qui n'abrite quelques rorbus, ces cabanes de pêche sur pilotis qui font le charme des côtes norvégiennes. Régulièrement citées comme l'une des plus belles destinations touristiques au monde, les îles Lofoten sont aussi habitées par des communautés de gens de mer dynamiques, connues pour leur sens de la fête. La traversée de l'archipel des Lofoten en direction du nord offre des panoramas époustouflants. L'arrivée à Tromsø est tout aussi fascinante. Les sommets alentours sont enneigés et malgré l'été polaire qui bat son plein, il y a quelque chose dans l'air et dans la lumière qui annonce déjà l'Arctique. Malgré sa position à 4000 km de Brest et seulement 530 du Cap Nord, Tromsø est une des villes les plus cosmopolites et les plus dynamiques de Norvège, sur le plan culturel, touristique, universitaire ou encore océanographique. C'est en effet d'ici que sont parties les grandes explorations polaires et c'est ici que viennent aujourd'hui encore des visiteurs du monde entier pour y admirer les célèbres aurores boréales. Et c'est enfin à Tromsø que l'on vient du sud pour observer les premiers soleils de minuit. En quittant le Tromsø du nord, on entre dans le Finnmark, la région la plus septentrionale du pays, si l'on accepte les îles Spitsberg. On entre ici sur le territoire des Samis, ce peuple éleveur de rennes qui vit à cheval sur la Norvège, la Finlande et la Russie. En traversant le Finnmark, on croise des villages de pêcheurs dont certains exploitent le fameux crabe royal, dit crabe géant, une variété originaire du Kamtchatka et d'Alaska, introduit par les chercheurs soviétiques dans la baie de Mourmansk pour nourrir la population dans les années 60. Le Cap Nord, une falaise de 300 mètres qui tombe au point de rencontre des océans Arctique et Atlantique, est un peu le Graal pour ceux qui empruntent la route du Grand Nord.
C'est par la mer que les explorateurs ont découvert le Cap Nord au XVIe siècle et ce sera le seul moyen d'y accéder jusqu'aux années 50 avant la construction d'une route et d'un tunnel. Elle longe une côte rocailleuse d'une beauté austère. Ici, la végétation ne pousse plus et le spectacle atteint la démesure. On parvient enfin à la célèbre falaise surmontée d'un globe. Un spectacle émouvant qu'on partage entre chanceux après des milliers de kilomètres de route. Cette halte sur le coup de minuit est un moment inoubliable, le terme d'un pèlerinage mythique vers un des endroits les plus poétiques au monde. Les Samis sont un ensemble de peuples nomades autochtones qui vivent le long de la calotte nordique. Ces peuples ont longtemps vécu principalement de la pêche et de l'élevage de rennes. L'empreinte du chamanisme imprègne encore la culture et les traditions des Samis. En parcourant le nord de la Scandinavie, on aperçoit de nombreux campements Samis repérables grâce à leurs tentes traditionnelles, les lavus ou gotis. Les Samis ont payé un lourd tribut à l'édification de nations indépendantes comme la Norvège en se voyant forcés à abandonner leurs langues et cultures. Ce n'est qu'à partir des années 60 qu'un mouvement de reconnaissance des cultures Samis a vu le jour. Ce peuple dispose désormais de parlements indépendants en Suède, Finlande et Norvège, où il se trouve à Karasjok. En Finlande, c'est dans la municipalité d'Inari, la plus grande du pays, que les Samis sont concentrés, notamment autour du lac éponyme, troisième plus grand lac de Finlande. Lorsqu'on descend vers le sud, on entre dans la Finlande de carte postale, celle des grands lacs bordés de forêts traversés par des routes rectilignes. Ces paysages sont le berceau d'une véritable culture, celle de la pêche et de la cabane, qui est une véritable passion pour les habitants des villes. C'est à Rovaniemi, le village finlandais du Père Noël, que l'on franchit de nouveau le cercle polaire. Avant de gagner la capitale finlandaise, on peut s'y arrêter pour découvrir un élevage de rennes. À Helsinki, on mesure à quel point la Finlande se distingue par une langue et une culture distinctes de celles de ses voisins germaniques. Elle s'appuie en partie sur de solides traditions, comme celle du sauna et le culte de la famille. Découvrir Helsinki, c'est découvrir une partie de l'histoire finlandaise à travers ses monuments historiques, comme la forteresse suédoise ou la cathédrale russe, ou encore l'étonnant musée national. Mais c'est aussi découvrir une part du miracle finlandais. Un mélange de modernité, de décontraction et de fierté qui en font un exemple dans plusieurs domaines, dont l'enseignement. Moins monumentale que Stockholm ou Copenhague, Helsinki n'en est pas moins attachante. C'est en ferry qu'on quitte la capitale finlandaise pour la Suède. L'arrivée dans l'archipel de Stockholm, qui compte 30 000 îles, est spectaculaire. Le voyage touche à sa fin et il faudrait plus qu'une étape pour découvrir la belle capitale suédoise construite sur 14 îles. Gamla stan, qui fut le cœur de l'ancienne cité hanséatique, est magnifiquement préservé. Au-delà de la ville médiévale, Stockholm marie avec élégance les styles néoclassiques, Jugendstil et l'architecture moderne qui imprègne nombre de ses quartiers. Le tout dans une atmosphère décontractée et un des airs les plus purs parmi les grandes capitales du monde. La ville compte aussi une centaine de musées. Le musée Vasa, le plus fréquenté de toute la Scandinavie, justifie à lui seul une visite de Stockholm. Il présente un galion du XVIIe siècle unique au monde et dans un état de conservation exceptionnel. Loin d'être un espace uniforme, la Scandinavie est un ensemble de pays et régions distincts, rapprochés par l'histoire et le culte de la nature. En renonçant à la soumettre pour mieux la préserver, les hommes du Nord inventent les manières de vivre, mais aussi de penser de l'homme de demain. En descendant du Grand Nord vers les villes raffinées du Sud scandinave, les poumons gonflés et les pupilles élargies par les merveilles nordiques, on rêve de garder à jamais une part de l'harmonie
du silence et de la majesté qui imprègnent les terres scandinaves. What if I look upon a man as though on my beloved, and my blood be cold the while, and my heart unmoved? Why should he think me cruel, or that he is betrayed? I'd have him love the thing that was before the world was made. Oh, I'd have him love the thing that was before the world was made.